Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Victor Hérault, du Valeurs Actuelles, Jules Torres, du Journal du Dimanche. Voilà donc l'actualité avec des agriculteurs qui sont toujours en colère. On l'a vu dans le journal. Ils sont sur l'autoroute qui mène à l'Espagne et il y a des actions symboliques où on arrête les camions et puis il y a des actions un peu moins symboliques. On l'a vu dans le reportage qu'on a diffusé à 19h où on ouvre le camion et on déverse la cargaison. C'est pas la première fois qu'on voit ceci. Écoutez Annie Genevard, qui se trouve être la ministre de l'Agriculture lors de la session de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Il faut leur donner des perspectives. Et de ce point de vue, le Mercosur est une fermeture de l'avenir pour eux parce qu'il s'en prend frontalement à nos producteurs de bœuf, de volaille, de sucre. Et avec le Premier ministre, nous sommes résolus à nous battre avec la plus grande énergie. On se bat, mais en attendant, les agriculteurs... Non, mais surtout que c'est faux, ils sont pas du tout en train de se battre, c'est qu'ils se réveillent, ils sont en train d'essayer de nous rouler dans la farine depuis quelques jours. Le président Macron qui n'a pas du tout insisté, en tout cas ses équipes n'ont pas du tout insisté avant son déplacement en Argentine sur le fait que il était contre le Mercosur, arrive en Argentine et nous dit non, je suis en l'état opposé au Mercosur. Il ne peut rien faire. La France ne peut rien faire. Michel Barnier, il a beau être allé à Bruxelles la semaine dernière, mercredi dernier, pour nous dire qu'il était opposé. Gérard Larcher, il a beau nous avoir dit dans le JDD qu'il était opposé et qu'il a mis la pression sur Ursula von der Leyen, ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont pas de majorité. Aujourd'hui, l'Europe des 27 ne permet pas à la France d'être une puissance qui peut faire avorter ce traité, d'autant plus qu'Ursula von der Leyen, c'est pas la dernière pour faire de la poloche, c'est-à-dire qu'elle va utiliser expliquer aux auditeurs de la politique politicienne, c'est-à-dire qu'elle va utiliser les grands mécanismes institutionnels aujourd'hui du Conseil et du Parlement européen pour diviser ce traité du Mercosur en deux, c'est-à-dire qu'il y aura un volet commercial et un volet politique. La France peut avoir une influence sur le volet politique, mais pas sur le volet commercial. Donc peu importe ce que la France fait, c'est-à-dire que Michel Barnier, il peut nous dire qu'en décembre il y aura un vote du Parlement, et ce problème, c'est que le vote sera non contraignant. Donc, ils brassent du vent, ils brassent de l'air. C'est très beau de nous dire aujourd'hui qu'ils sont contre le Mercosur. Victor et moi n'étions pas nés quand le Mercosur a commencé. C'est-à-dire que les négociations, elles ont lieu depuis 25 ans. Donc, ce traité, il est obsolète. La classe politique française, pendant 25 ans, n'a rien fait. Et elle se réveille aujourd'hui en bombant le torse en nous disant on va réussir à l'endiguer. Eh bien, non, c'est faux. Tout le monde se fait rouler dans la farine. Et les agriculteurs en premier, ils n'auront aucune réponse à cela. Ce qui est assez amusant dans votre propos, je reprends le fait que vous êtes pas né. Non, mais c'est pas ça, c'est que ça fait un peu hockey boomer, quoi, si j'ose dire. C'est-à-dire que vous dites les politiques d'aujourd'hui, même si le président est quand même plus jeune que les présidents d'avant lui, il se passe rien, on brasse du vent parce qu'on est vieux. Mais ça nous montre Alors, est-ce que si les responsables politiques avaient votre talent et votre jeunesse, Jules Torres, est-ce que tout d'un coup le Mercosur serait signé, pas signé, amendé Vous savez pertinemment que c'est pas du tout ce que je dis, que le sujet c'est surtout la lenteur de la construction européenne qui depuis 25 ans nous explique que ce Mercosur est super. Il y a du bon et du mauvais dans ce Mercosur. Mais c'est antinomique. C'est antinomique. On va ouvrir un marché à 280 millions de personnes. Le bon et le mauvais est antinomique. Donc il faut se décider. Le bon grain est livré. C'est pas ça. C'est que il faut pas. On n'est pas dans un programme de divertissement. Je vous ferai remarquer. C'est que vous prenez votre virage à gauche ou à droite. En fait, c'est ça. Donc soit on se dit c'est super, on va pouvoir exporter des produits qu'on voudrait exporter dans des pays où on n'a pas forcément de marché, et dans ce cas-là on signe, soit on n'exporte pas et on se dit en fait on n'a pas du tout la même philosophie en matière agricole et donc on ne veut pas de cet accord. Le problème c'est que Emmanuel Macron qui nous dit aujourd'hui qu'il est contre ce Mercosur, eh bien pardon mais le Mercosur, et vous avez raison de dire aujourd'hui, parce que ça n'a pas forcément été le cas. Absolument. Le Mercosur, c'est le fruit de l'idéologie d'Emmanuel Macron. C'est la mondialisation heureuse. C'est le libre-échangisme à tout train. Donc, je suis désolé, mais moi, aujourd'hui, que des libéraux, des néolibéraux nous disent qu'ils sont contre un traité de libre-échange qui va ouvrir le marché mondial à 280 millions de personnes. C'est parce que vous n'êtes pas très libéral. Ça dépend. Non, ça dépend des sujets. Mais en tout cas, sur le libre-échange, je suis désolé, il y a un vrai sujet. Qu'en pense votre camarade qui est aussi jeune que vous, Victor Hérault? C'est vrai que je suis né avec ce Mercosur également. Non, mais alors, je partage quasiment intégralement l'analyse de Jules. Maintenant, je vais essayer de me faire l'avocat du diable, si vous me le permettez. Je vais essayer. Je suis d'accord avec Serge. Le revirement de l'Italie sur cette question, léger revirement pour l'instant, mais pourrait peut-être, là, c'est un bien maigre soutien, mais pourrait peut-être à terme engranger d'autres revirements de pays.
on ne sait pas, peut-être que ça peut se renégocier, peut-être que ça peut s'annuler. Maintenant, je crois que la colère des agriculteurs au niveau national, si vous voulez, il y a une conjonction des drames en ce moment qui est terrible. Parce que d'une part, effectivement, il y a toutes les problématiques qui avaient été évoquées auprès d'Emmanuel Macron et du gouvernement de Gabriel Attal il y a un an. Mais il y a aussi le fait que les moissons, cette année, ont été les pires, depuis les 40 dernières années. Ça, le gouvernement n'y est pas pour grand-chose, malheureusement. Et il y a une dissolution qui est passée par là également et qui a rebattu totalement les cartes et qui, si vous voulez, a complètement freiné les 67 mesures qui avaient été décidées par Gabriel Attal vis-à-vis des agriculteurs. Écoutons Marcel Gauchet qui était ce matin l'invité de CNews. Pour lui, c'est assez simple, c'est aussi un peu au vitriol, c'est que Emmanuel Macron ne comprend rien. On peut être un plouc, on peut être quelqu'un de très intelligent, tous les exemples se retrouvent. C'est d'avoir le sens des situations et le sens des attentes de la population. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement indépendant du niveau de diplôme qu'on peut avoir. Et vous trouvez que Macron, il n'a pas une bonne intelligence de la situation? Je pense qu'il ne comprend rien au moment historique où il est et à la société dans laquelle il se trouve. Et en plus, il a un problème supplémentaire. Il a un problème supplémentaire, c'est qu'il ne sait pas ce qu'est la France. Parce qu'il fait partie d'une génération pour laquelle l'histoire n'existe pas. Victor Ayrault, vous voulez enfoncer le clou ou prendre la défense du président? J'ai suffisamment pris la défense du président. Non, je partage cette analyse. Vous avez déjà pris la défense du président? Quand ça? Non, en 2012. Quand j'avais 7 ans. Exactement, donc. Et les caméras, les micros n'étaient pas là pour le remarquer. Non, mais si vous voulez, il est vrai qu'Emmanuel Macron nous fait croire, mais là je ne vais faire que répéter ce qu'a dit Jules, nous fait croire qu'il va à rebrousse-poil de sa propre idéologie. Emmanuel Macron s'est battu pour cette Europe-là. Emmanuel Macron n'arrivera pas à nous faire croire qu'il est contre cette Europe-là du libre-échange. Et il est vrai que, si vous voulez, l'importation de produits à bas coût, sans les normes qu'on impose à nos agriculteurs à nous, ne peut poser que des problèmes vis-à-vis de nos agriculteurs locaux. Jules. Bon, déjà, moi, pour revenir sur ce que vous avez dit sur moi, moi, je suis plutôt protectionniste à l'extérieur, libéral à l'intérieur. Ça, c'est une parenthèse qui est évacuée. Ensuite, comme certaines confiseries chocolatées. Absolument. Sur le cas d'Emmanuel Macron, ce que dit Marcel Gauchet est très intéressant dans le sens où, en effet, Emmanuel Macron nous montre depuis des années, je ne sais pas s'il est déconnecté du pays, s'il ne sent rien. Moi, je pense qu'il a quand même un certain nombre de personnes qui sont là pour capter l'essence du pays. En revanche, les exemples qu'il nous montre sont assez désastreux. Oui, il y a eu la dissolution. Ça n'excuse pas tout. Les revendications des agriculteurs, ils nous ont dit bien avant la dissolution qu'ils n'avaient pas été entendus. Je vois ici et là que Michel Barnier va ouvrir aujourd'hui les cahiers de doléances. Les cahiers de doléances, donc c'est les 680 000 pages des Gilets jaunes, écrites par plus de 2 millions de Français. Des Français qui nous disaient qu'ils étaient mal en point, il y avait des fragments de vie, voilà, c'était vraiment des lettres au président de la République. Et 6 ans plus tard, le Premier ministre nous dit qu'il rouvre ces cahiers de doléances qui ont été abandonnés par Emmanuel Macron. Abandonnés certes, parce qu'il y a eu Notre-Dame, qui avait une diffusion préenregistrée qui devait paraître le soir du 15 avril 2019, mais il y a quand même ce sujet-là de toutes les revendications populaires d'Emmanuel Macron ont été oubliées au fur et à mesure de son septennat. Et donc aujourd'hui, on a une crise démocratique, un gouffre démocratique qui s'est creusé depuis des années. Et à la fin, en effet, on a cette dissolution qui est finalement... Vous parlez de clou, c'est le dernier clou dans le pré-cercueil d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que le gouffre démocratique, il s'est creusé depuis cette dissolution. On va en parler après la pause, mais ce que vous dites aussi, c'est que d'une certaine manière, Barnier reprend ce que Macron n'a pas su faire. Et dans ce cas-là, c'est un schisme au niveau de l'exécutif. C'est vrai pour beaucoup de choses. Et ça, c'est très très grave. Et c'est vrai, très grave. C'est vrai pour beaucoup de choses. Depuis le début, depuis qu'il est arrivé, depuis 70 jours, Michel Barnier, il essaie en effet de reprendre tout ce qu'Emmanuel Macron et sur la méthode.